Bienvenue sur LCI. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Encore quelques jours pour faire la campagne à Paris et tenter de ravir le fauteuil de maire à Anne Hidalgo. Vous êtes encore avec une légère avance dans les sondages, on va en parler. Mais d'abord, le coronavirus qui évidemment percute cette campagne des municipales. Vous maintenez votre meeting ce soir, salle Gaveau, avec Nicolas Sarkozy à Paris? Malgré les près de 2000 inscriptions. On a annoncé déjà, par exemple, Martine Vassal, candidate LR à Marseille. Elle a annoncé dans un tweet hier soir qu'elle annulait tous ses meetings. Il y en a d'autres. Il y a Alain Chrétien à Vesoul. Il y a d'autres candidats de votre parti qui préfèrent, par principe de précaution, peut-être pour ménager les électeurs, ne pas appeler à ce type de rassemblement. Vous pourrez rassembler effectivement près de 2000 personnes. La jauge maintenant minimum est de 1000 personnes. Est-ce que vous ne faites pas prendre un risque aux électeurs? Moi, il y a eu une forte demande. Vous savez, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'on a eu des mails et des demandes de militants, puisque effectivement, ça a été un débat qu'on a eu entre nous. Et on a eu le préfet de police, on a eu les autorités sanitaires qu'on pouvait maintenir cette réunion en maintenant une jauge en deçà de 1000 personnes. Ça sera le cas ce soir. Donc vous arrêterez de faire entrer à partir de 1000 personnes. Mais encore une fois, j'insiste, parce que beaucoup de Français se posent des questions, vous ne faites pas prendre de risques. Vous savez, moi, je voudrais rendre hommage aux médecins, au personnel soignant, qui quand même ont été très malmenés ces derniers mois, notamment par Madame Buzyn. Parce qu'il y a encore quelques semaines, elle disait zéro risque, il n'y a pas d'anticipation à avoir sur le risque d'épidémie en France. On voit le résultat aujourd'hui. C'est vrai qu'Olivier Véran a pris la mesure de cette épidémie en France. Il fait un bon travail. Il fait un bon travail. Il n'angoisse pas les Français. Il donne de l'information. C'est très transparent. Et moi, je fais confiance au système de santé français. C'est vrai que je préfère peut-être avoir M. Véran que Madame Buzyn, qui n'a eu aucune anticipation ni aucune vision. C'est pour ça que je m'inquiète d'ailleurs pour sa candidature à la mairie de Paris. Mais moi, je fais confiance aux médecins et au personnel soignant et à notre système de santé français qui est quand même extrêmement solide. Il y a par exemple beaucoup de monde. Forcément, ce sont des lieux où il y a beaucoup de proximité dans les transports en commun parisiens. Là aussi, le gouvernement a décidé de les maintenir. Vous dites, c'est son choix, je le respecte, je fais confiance. Moi, j'écoute les autorités sanitaires. À ce jour, ils estiment que c'est encore possible de prendre les transports en commun. Donc moi, franchement, je me conforme. Et d'ailleurs, les recommandations et les prescriptions faites par les autorités sanitaires, moi, je les diffuse, par exemple comme maire d'arrondissement. J'informe quasiment tous les jours les habitants, les parents d'élèves, les parents des enfants dans les crèches, aussi les personnes qui sont dans les établissements pour personnes âgées. Et donc, moi, je relais l'information que l'on me donne et les recommandations à prendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour certains, et ça me permet de dire aussi cela, sans aucune panique ou angoisse, que ceux qui ne pourront pas venir voter pour le 15 mars, ils peuvent faire des procurations pour que leur choix compte, notamment dans les élections. Vous craignez une baisse de la mobilisation? Non, mais c'est une question. Tout le monde se demande si ça jouera sur l'abstention. Je n'ai pas assez d'indications. Je dis simplement que je fais confiance au système de santé français. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter les paniques et les angoisses. Donc, il faut être très serein et très apaisé et écouter les recommandations et les instructions sanitaires. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a un risque que ça grossisse les rangs des abstentionnistes? Et dans ce cas-là, vous dites quoi aux électeurs? De faire des procurations et de les donner, et que comme ça, leur choix sera pris en compte dans une élection majeure. Donc, si vous avez la moindre crainte, allez voter par procuration. Exactement. Et sinon, rendez-vous. Il y a dans tous les commissariats une personne en charge de prendre les procurations des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont malades ou qui, effectivement, ne souhaitent pas aller voter ce jour-là. Rachida Dati, ça se tend quand même entre vous, dans le trio de tête à Paris. Je vous donne un exemple. Alors, vous auriez promis, selon le Canard enchaîné, ça date d'il y a quelques jours, d'éclater Agnès Buzyn pendant le débat sur LCI. Moi, je vais vous dire, oui. Ensuite, vous dites qu'elle ne connaît rien. L'ancienne ministre a riposté en disant, Dati, hier, c'était dans le JDD, ce n'est pas un sujet, puisqu'elle n'a pas de réserve au second tour. Ça ne vous a pas plu. Vous avez répondu par tweet. Voilà, c'est parti, là. Moi, je vais vous dire, Madame Martichoux, le verbe éclater, c'est son équipe qui, effectivement... Vous savez, tout le monde est mobilisé, mais jusqu'au gouvernement, c'est son équipe de campagne. J'ai dénoncé... Non, mais la phrase « éclater », vous voyez à quoi ça fait allusion? Ça fait tellement... je vais oser le mot. C'est-à-dire que dans l'inconscient, dans le conscient de certains, si on peut me réduire à une racaille, à quelqu'un qui n'a aucune civilité, aucune éducation,
ça n'est pas mon genre, ce ne sont pas mes propos. Et d'ailleurs, je les ai dénoncés très rapidement et j'ai appelé Madame Buzyn. Je lui ai laissé un message en lui disant que ses propos n'étaient pas les miens, mais que ses équipes n'instrumentalisent pas cela pour mieux nous attaquer. Moi, je trouve que la fébrilité, que l'agressivité dont je suis l'objet depuis quelques jours, et encore ces dernières heures, et encore dans cette interview, moi je n'ai pas répondu, je ne réponds pas, traduit quoi? Une très grande fébrilité. En ce qui me concerne, je ne suis pas fébrile du tout. Je vais vous dire, Madame Martichoux, je suis déterminée. Mais déterminée à changer la vie des Parisiens, à sauver Paris. Je suis déterminée à tourner la page de l'ère d'Anne Hidalgo. On va voir comment. Je suis déterminée. Je le dis. Donc, les petites manœuvres qui sont effectivement indiquées, parce que moi, je suis profondément choquée. Je vous le dis. Je suis profondément choquée. Alors même que le premier tour n'a pas eu lieu. Alors que les Parisiens ne se sont pas exprimés. Je suis choquée que Mme Buzyn organise déjà des combines de deuxième tour pour sauver des sièges ou les postes des uns et des autres. J'ai beaucoup trop de respect pour la politique. C'est quand même un enjeu, le deuxième tour. On a passé le premier tour, Mme Martichoux. On a passé le premier tour. Quand on dit, comme vous, pardon, je suis le vote utile. Bien sûr. Vous dites, je suis seul vote utile pour renverser Anne Hidalgo. On peut, les Parisiens et Parisiennes peuvent se dire, utile, vraiment, si elle n'a pas de réserve au second tour, elle n'est pas vraiment utile, Rachida Dati. Parce que vous pensez que moi, je fais confiance aux électeurs. La politique, c'est de la dynamique, c'est pas de la combine. C'est pas de l'arithmétique au deuxième tour? Ça n'est pas... C'est de la dynamique, la politique. Je vais vous dire, c'est pas de la combine, c'est pas de la tactique comme fait Madame Buzyn. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous dire, quand j'ai été candidate à la mairie de Paris, moi, je suis pas la candidate d'un appareil. Je suis la candidate qui a voulu être candidate à la mairie de Paris. Je ne suis pas celle à laquelle on a apporté sur un plateau la mairie de Paris en me suppliant d'accepter d'être candidate à l'élection municipale à quelques jours d'une élection municipale. Moi, mon projet, je l'ai mûri depuis des années. On va en parler. Je l'ai écrit. Il n'y a qu'une solution pour gagner, Rachida Dati. Il n'y a qu'une solution, c'est que LR et macronistes s'entendent au second tour. C'est ça ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous êtes prête à le faire? Elle dit qu'elle est prête. Non, madame... Par arrondissement. Non, mais Madame Buzyn veut sauver des sièges, des postes, j'allais dire même des potes. Moi, je veux sauver les Parisiens. Est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai rassemblé les Parisiens. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas perdu de temps à essayer... À essayer, j'ai mobilisé par cette campagne. Le projet que j'ai écrit, je l'ai écrit dans la proximité des Parisiens. Moi, je suis très loin des appareils, mais je suis très proche des Parisiens. Je les rencontre tous les jours. Ce projet, il a été écrit avec eux et pour eux. Quel est ce projet? Qu'il y ait plus de sécurité. Police municipale armée. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur le logement. Vous me demandez sur le projet et vous coupez à chaque fois. Non, mais parce que c'est la réalité. C'est très désagréable. Non, je voudrais vous parler du logement. Parce que c'est très important. Oui, c'est très important. Il y a une mesure phare de votre programme qui est d'accorder 1 200 € pour chaque Parisien qui accueille un nouvel enfant. Et ça, pendant 3 ans, sauf erreur. Donc 1 200 € par an pendant 3 ans. C'est une mesure importante. Mais c'est vrai que la difficulté à Paris, c'est de se loger, d'accéder à la propriété ou de pouvoir payer plus de 11 000 € le mètre carré. Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que le maire a comme levier pour faire baisser le prix du logement à Paris? La politique du logement à Paris, elle est totalement à revoir. Madame Hidalgo, 20 ans maire adjoint et puis ensuite maire, on voit que la tension sur le marché de l'immobilier ne s'est pas améliorée, puisque les prix flambent encore. Et elle dit « Ah, pardon, je ne me suis pas rendu compte que pendant 20 ans, les classes moyennes ont des difficultés pour se loger. » Et du côté de Mme Buzyn, où elle copie mon projet, ou elle n'a pas de projet, elle dit « Oui, le logement, c'est important. D'accord, je vais apaiser. » Enfin, Paris n'a pas besoin d'une nounou. Hein. Ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'améliorer le quotidien des Parisiens. Elle le répète dans Figaro, c'est moi qui apaise Paris. Oui, mais ils ont pas besoin. Moi, je vais vous dire, les Parisiens et Paris n'ont pas besoin d'une nounou. Voilà. Il faut arrêter avec le laxisme d'une part et l'idéologie, et d'autre part, de l'autre côté, l'aspect bisounours. Paris mérite mieux. Moi, sur le logement, je veux changer radicalement la politique du logement à Paris. Le logement social, très mal fait. Madame Hidalgo a fait du logement social qui n'est pas accessible aux classes moyennes et aux classes intermédiaires. Je changerai la composition... Elle dit le contraire. Non, je changerai la composition du parc social. Aujourd'hui, Madame Hidalgo fait du logement, plus de 70%, du logement très, 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 très social.
très peu pour les classes moyennes et intermédiaires. Moi, je souhaite qu'il y ait plus de logements dans le parc social pour la classe moyenne et la classe intermédiaire. Vous dites, je vais changer les critères d'attribution. Oui, mais attends, je finis. C'est une cohérence. Donc, sur le logement, plus pour les classes moyennes, les classes intermédiaires, ceux qui bossent, ceux qui rendent des services aux Parisiens. Premier point. Donc, vous élevez les critères d'attribution, c'est ça que ça veut dire. J'essaie de comprendre comment c'est la composition. Aujourd'hui, dans les 25% que nous impose la loi, vous pouvez faire du logement social dans plusieurs dimensions. Du très très social, mais vous pouvez faire aussi de la classe moyenne. Madame Hidalgo a choisi de faire du très très social. Moi, je ferais classe moyenne, classe intermédiaire. Premier point. Donc ça, c'est la composition du parc. Le deuxième point, plus de mobilité dans le parc social. Aujourd'hui, ça bouge très peu dans le parc social. Pourquoi ? La durée moyenne, c'est combien ? Mais il y a à peine 4% de mobilité dans le parc social. Donc ça veut dire... Par an. Oui, bien sûr, en global, sur tout le logement social, sur tout le parc social. Et donc, il faut favoriser la mobilité sur ce parc social. L'autre point, le logement social tel qu'il a été conçu aujourd'hui, ça n'est plus de la mixité dont se gargarise Madame Hidalgo, c'est du ghetto. On met les mêmes catégories, les mêmes difficultés dans les mêmes immeubles, dans des parcs sociaux totalement dégradés. Elle dit qu'avec Yann Brossa, elle a voulu agir sur la mixité sociale qu'elle en a fait, par exemple, dans votre arrondissement, dans le 7e arrondissement. C'est parce que ça a été un combat. Moi, je ne souhaitais pas qu'il y ait du ghetto dans le logement social. Je veux qu'il y ait de la mixité, qu'il y ait des fonctionnaires, du personnel soignant, des gardiens. Non, mais c'est ça. C'est qu'il faut qu'il y ait une mixité sur les composantes sociales et la sociologie parisienne. Donc, c'est pas géographique, la mixité, c'est sociologique, c'est ça. Elle est sociologique. Vous pouvez pas mettre... Moi, je vais vous dire, je reprends les termes d'un collectif d'habitants du quartier Ménilmontant. Ils m'ont dit, Madame Hidalgo a rajouté de la misère à la pauvreté. Voilà la définition, le bilan de Madame Hidalgo dans le parc social. Donc, plus de classe moyenne. Quand elle veut mettre du logement social partout, c'est qu'elle veut bien faire. Non, mais du logement social, lequel ? Notamment dans l'ouest parisien. Oui, lequel de logement social ? Lequel, Madame Martichoux ? Du très très social ? Ou aussi pour les classes moyennes qui quittent Paris, qui fuient Paris, qui sont chassées de Paris. Donc, parc social, je le revois. Et puis, pour les familles qui souhaitent s'agrandir ou qui accueillent un nouvel enfant, 1 200 € par an pendant 3 ans. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un nouvel enfant. Donc, voilà les mesures sur le logement. Moi, je veux aider favoriser les personnes familles habitant déjà Paris. Ça veut dire que les personnes qui attendent un logement social, qui sont aux portes de Paris, parce que précisément c'est trop cher, vous leur dites, attendez. Je favoriserai d'abord Paris aux Parisiens. Je favoriserai ceux qui travaillent pour les Parisiens, qui rendent des services aux Parisiens. Le critère géographique est sous-pondéré. C'est-à-dire les professions, vous dites. Oui, mais moi, je voudrais des gens qui travaillent dans le logement social. Voilà, pour être clair. Les classes moyennes, les classes intermédiaires. Voilà, je veux le favoriser. C'est un choix politique. Voilà. Je ne fais pas un choix idéologique qui a dégradé, parce que Madame Hidalgo fait du choix de loger les classes, effectivement, d'avoir du logement très très social, et il est totalement dégradé, et ce sont des ghettos. On va être clair, on va essayer de traduire ce que vous dites. Par exemple, non, mais c'est clair, quelqu'un qui n'a pas d'emploi à Paris, vous préférez loger une infirmière, un professeur, quelqu'un qui travaille dans Paris, des gardiens, des gardiennes, des militaires. Plutôt quelqu'un qui n'a pas de boulot. Mais non, mais ça n'exclut pas ceci. Mais au lieu d'en faire 80%, on peut peut-être en faire beaucoup moins. Un mot des migrants, on en parle d'ailleurs ce matin parce que, tiens, quel est votre avis ? L'Europe envisage d'accueillir, c'est extra campagne municipale, mais c'est un sujet qui nous concerne tous, 1500 mineurs qui sont passés en Grèce dans le contexte de la crise que vit la Turquie et la Syrie depuis quelques jours. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi, j'ai été Est-ce que la France doit être candidate à accueillir une partie de ces mineurs ? J'ai été parlementaire européen en charge de ces questions. Moi, je n'attaquerai jamais les migrants quand vous quittez votre pays, c'est jamais par plaisir. L'honneur de la France, c'est d'accorder le droit d'asile. C'est l'honneur de la France. Ensuite, sur la maîtrise des flux migratoires, j'étais en charge de ces questions au Parlement européen. Quel est notre problème ? C'est d'abord une répartition, si c'est notamment des réfugiés, j'entends bien des réfugiés, et ensuite, il faut une politique harmonisée de reconduite de ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire européen. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même politique de reconduite dans tous les pays européens. Donc, parfois, vous avez des effets d'aubaine d'un pays à un autre. Et aujourd'hui, à Paris, justement, l'inconséquence, l'irresponsabilité de Madame Hidalgo, qui en 2015 dit Paris est ouverte à tout le monde, a généré de nombreuses difficultés, des difficultés graves pour les migrants. Qu'est-ce que vous faites avec les migrants, les graves, peux finir. C'est très grave ce qui se passe. Les migrants sont les victimes aussi souvent de réseaux mafieux
et de criminels, notamment la traite des êtres humains. Vous savez, quand vous avez rue Max Dormois, dans le 18e arrondissement, des mineurs étrangers qui sont sous drogue toute la journée et qui, effectivement, sont entre les mains de proxénètes et qui, effectivement, sont 4 € la passe. Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est digne? C'est indigne. Que fait la maire de Paris qui a généré cela? Eh bien, moi, je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup trop de respect pour les Parisiens, mais aussi, je n'instrumentalise pas, évidemment, cette tragédie humaine. Donc, il faut être responsable. Mais du coup, vous faites quoi? S'il s'agit du migrant, d'abord, on ne fait pas un appel d'air. Il faut aussi dire les choses. Vous êtes plutôt non, alors, par exemple, à cette initiative. Sur les réfugiés, est-ce que j'ai dit que sur les réfugiés... Non, mais là, ce ne sont pas des réfugiés encore. Non, ceux qui sont éligibles au statut de réfugié, la France les accueillera. Comme je viens de vous dire, c'est l'honneur de la France. Pour les autres, il faut aussi être dans la fermeté quand l'expulsion est nécessaire et que la justice le demande, il faut exécuter ces décisions de justice. On est encore dans un état de droit. J'ai pas encore compris ce que vous faisiez des camps de migrants qui sont installés, ils sont épouvantables, effectivement. Oui, parce que quand Madame Hidalgo a demandé à ce que tous les migrants viennent à Paris, il y a eu des campements qui se sont installés partout dans Paris et l'État démantèle. Et quand vous démantelez un camp, comme évidemment Madame Hidalgo n'a aucune solution, ni d'hébergement, ni d'insertion, eh bien, il passe d'un endroit à un autre. Demain, si je suis maire de Paris, je mets effectivement ces migrants dans des endroits et on voit avec l'État ceux qui sont éligibles au statut de réfugiés, ceux qui ne le sont pas seront amenés à être reconduits, ce qu'a empêché Madame Hidalgo. Le gouvernement a tenté effectivement d'expulser certains migrants parce que des décisions de justice avaient été prononcées et évidemment, ça n'a pas été le cas à Paris. Trop de fonctionnaires à Paris? Mais aujourd'hui, je vais vous dire, demain, je suis maire de Paris. D'abord, je fais un audit par un organisme indépendant pour avoir la transparence sur les finances et les effectifs de la mairie de Paris. Donc, pour je vous renvoie à un rapport de la Chambre régionale des comptes de 2016 qui dit que, les comptes de la ville de Paris, les finances sont insincères puisqu'il y a de la dette cachée. Et qu'il y a eu l'utilisation de nombreux artifices comptables qui ne devraient pas être utilisés. Donc, on fait déjà la transparence sur les finances et la transparence sur les effectifs. Et après, évidemment, je rendrai compte de tout cela et je prendrai évidemment des mesures très claires pour, évidemment, réduire la dette d'une part et revoir les effectifs de la ville de Paris. Une petite question, oui-non. Vous savez que les Parisiens qui critiquent Anne Hidalgo et sa politique de fermeture de voies sur Belge se disent parfois, avec Rachida Dati, c'est sûr, on va avoir une réouverture des voies sur Belge. Bon, par exemple, Agnès Buzyn, elle dit non. Non, je ne rouvrirai pas. Parce que vous dites ni oui ni non. Non, c'est pas que je dis ni oui ni non. Moi, je suis en responsabilité. Moi, je fais pas plaisir, je fais pas de l'angélisme et je fais pas de l'idéologie. Madame Hidalgo a fermé les voies sur berge. Elle a fait un schéma de mobilité dans la radicalité et le dogmatisme. Quand vous faites des schémas de mobilité sur un territoire qui fait 105 km², vous tournez le dos au progrès et vous fermez la porte à l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation nous amène à des véhicules de plus en plus propres, dont le schéma de circulation et de mobilité, pour moi, il ne sera pas figé. Je l'élaborerai et je soumettrai aux Parisiens. Un référendum. Vous savez ce que disait, par exemple, Talleyrand, pour dire oui, on dit oui, quand on ne dit pas oui, c'est non. Mais dans le fond, quelle est votre conviction? C'est important de savoir. C'est important de savoir. Oui, c'est important de savoir. Les Parisiens le savent. Le schéma de mobilité, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas comme Madame Hidalgo dans la radicalité, en tournant le dos à l'innovation. Donc c'est pas. Donc pour ceux qui se disent, on ne sait pas si avec Rachida Dati les voies sur Belge resteront ou pas, Madame Martichaud, vous avez vu, et vous en faites partie, on a subi des travaux pendant plus de 6 ans. Vous savez, moi aussi, j'ai une ambition pour les Parisiens, j'ai une ambition pour le maire de Paris. Le maire de Paris, ça ne sera plus le maire des chantiers, des travaux jamais finis. Ça sera autre chose. Le maire de Paris, il décidera pour que la qualité de vie et le cadre de vie des Parisiens s'améliorent. Parce que malgré la fermeture des voies sur berge, il y a moins de voitures, mais il y a plus d'embouteillages et il y a plus de pollution à Paris. Sarkozy en jupon. Il y a un article du Figaro qui rappelle cette appellation. Alors que Nicolas Sarkozy, voilà. Je disais. Mais pour saluer, d'une certaine façon, votre campagne, voilà, qui ressemble à celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Je vais vous dire, Madame Martichaud. Non, mais je vais vous dire. Vous savez comment je fais campagne? J'aime les gens. Je suis dans la proximité. Et contrairement à ce que certains pensent, je travaille. J'ai de la compétence, j'ai de l'expérience, j'ai une connaissance parfaite de mes dossiers. Mais j'aime les gens. Et donc, je ne peux pas faire campagne si je ne vois pas les gens, si je ne les écoute pas, si je ne les entends pas et si je ne suis pas avec eux.
Tous les jours, je suis sur le terrain. Et hier, j'étais dans le 18e, dans le 10e, dans le 11e et dans le 19e arrondissement. Voilà ma vie de tous les jours en campagne depuis plus d'1 an. J'aime les gens, je suis avec eux, auprès d'eux, je les écoute. C'est comme ça que j'ai conçu ce projet pour les Parisiens que j'ai mûri depuis tant d'années. Voilà, encore une semaine de terrain pour Rachida Dati avant le verdict des urnes le 15 mars prochain, le dimanche. Dans une semaine, on saura quel est le résultat. Merci d'avoir été ce matin sur LCI. Rachida Dati, c'est à vous, Pascal. Merci, Elisabeth. Il faut tourner la page d'Anne Hidalgo. Rachida Dati qui s'est dit déterminée, vous l'avez entendu sur LCI. Elle a aussi parlé des migrants. Ceux qui n'étaient pas en règle seront expulsés, ce que n'a pas fait Anne Hidalgo. Je voulais aussi vous donner cette information concernant la croissance française. On va se tourner vers vous un instant, François-Xavier. Bruno Le Maire dit que l'impact sur la croissance française sera de plusieurs dixièmes de points. La Banque de France confirme effectivement qu'on va perdre 0,1 point de croissance. Non, en fait, la Banque de France dit premier trimestre 2020, on sera à plus 0,1 alors qu'elle avait prévu plus 0,3. Ça veut dire qu'en gros, on a une croissance zéro. On s'y attendait. Hein, les entreprises ont ralenti, la consommation a ralenti. Voilà, on y est. Bon, on y est. Voilà, les conséquences du coronavirus dont vous allez parler, évidemment, Olivier Galzi. Oui, effectivement, il y a ces questions économiques qui sont très importantes. Il y a aussi les questions d'éducation qui commencent à se poser sérieusement. Le ministre de l'Éducation donne le chiffre ce matin, 350 000 élèves qui ne vont pas aller à l'école pendant 15 jours, de la crèche jusqu'au lycée. Et puis, on va se demander si on pourrait un jour en arriver là à regarder cette image. C'est quand même aujourd'hui, alors c'est loin, c'est en Australie. On se bat pour du papier toilette dans les rayons d'un supermarché. Est-ce qu'on peut en arriver là? En tout cas, il y a quelques rayons en pénurie en ce moment. Bon, oui, c'est sûr. Les pâtes et le riz chez nous. Bien, merci beaucoup. Rendez-vous dans quelques minutes, pas avec Olivier Galzi. On vous donne rendez-vous demain pour votre matinale 6h-9h. Bonne journée à tous, à demain. C'est tellement simple de vendre son logement avec PAP. Testez votre annonce, voyez combien d'acquéreurs sont intéressés, vendez sans commission. Vendez votre logement sur pap.fr. Le monde a besoin de plus de bons. Avec nous, vous avez déjà choisi de vivre autrement. Le Bon Coin, le bon pour tous. I can't help falling, oh falling in love with you tonight. I can't help giving sweet loving to share a special moment with you. Depuis 15 ans, nous rendons le plaisir du neuf accessible. Tout simplement. Profitez de Dacia Sandero à partir de 3 € par jour, soit 90 € par mois sans apport, avec 5 ans d'entretien offert. Kia Sportage Hybride, étonnement garanti. Kia Sportage Hybride, à partir de 267 € par mois, sans apport. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Kia, the power to surprise. Quand j'avais 8 ans, mon père et moi avons changé de vie. C'est avec lui que j'ai travaillé la vigne pour la première fois. Il m'a appris à comprendre la nature. Parfois injuste. Mais on a toujours pu surmonter ces épreuves. Ensemble. C'est ce que j'ai vécu avec mon père et les valeurs qu'il m'a transmises, qui m'ont fait choisir ce métier. Conseiller Groupama. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Élaborée avec des fruits de nos terroirs, la préparation de fruits saveurs de nos régions est à 2,25 € chez Lidl. Lidl soutient les producteurs français. Avant, choisir, c'était renoncer. Avec la gamme des SUV hybrides BMW, vous pouvez maintenant tout concilier et vivre en mode détente avec vos proches, en mode hybride pour vous évader, en mode électrique au quotidien pour une conduite plus responsable. Ne renoncez plus, affirmez vos choix. Venez découvrir le modèle qui vous correspond dans la gamme SUV hybride BMW dès aujourd'hui chez votre concessionnaire BMW.
profiter de votre extérieur tout en étant protégé, optez pour le parasol orientable Florabest. Sa forme rectangulaire lui permettra de s'adapter parfaitement au jardin, terrasses et balcons. Parasol Florabest, 19,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl est le service client de l'année. Vos vies ne rentrent plus dans des cases, mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance. Assurons un monde plus ouvert. Oui, dis-moi, Max, est-ce que tu peux me faire des courses pour ce soir? Oui, ma petite maman. Oh, la belle vie. Sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie. Nouveau pack Open, il fait tout pour la famille, sauf les courses. Orange. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. Ouais, tiens. SUV Peugeot 3008 avec boîte automatique 8 rapports, vous allez avoir beaucoup trop envie de l'essayer. SUV Peugeot 3008 Style, à partir de 299 € par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end. En plus de 20 ans, nos 15 millions de conducteurs ont fait de Toyota la marque qui a parcouru le plus de kilomètres en électrique. Et ce, sans jamais avoir eu besoin de se brancher. C'est maintenant à vous d'en faire partie. L'hybride Toyota, l'électrique sans aucune limite. Profitez d'une prime à l'hybride Toyota pour l'achat de votre nouveau Toyota CHR hybride, plus une prime électrique différée si vous réalisez plus de 50% de temps de trajet en électrique. Vous auriez pu regarder votre programme avec Omiris, alarme et télésurveillance. Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Votre programme avec Météo Job. Météo Job, illuminez votre carrière. Bonjour, ravi de vous retrouver. Près de 350 000 élèves ne prendront pas ce matin le chemin de leur établissement en France. Les rassemblements de plus de 1000 personnes ont par ailleurs été interdits. Les mesures pour lutter contre le coronavirus commencent à se faire sérieusement sentir dans notre quotidien. On va faire le point avec nos invités ce matin. Barbara Lefebvre, bonjour, professeur d'histoire géo et essayiste. Cyril Arcamon, bonjour, expert en gestion de crise. Marie-Laure Albi, médecin généraliste, bonjour. Aux premières loges, en particulier pour la fameuse phase. Il pourrait être repoussé. En annonçant l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, le ministre de la Santé a précisé qu'il y aurait des exceptions. Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la nation. Je précise que les manifestations en feront partie, tout comme les concours par exemple, ou encore le recours au transport en commun. Jusqu'ici, seuls les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu clos étaient interdits, avec déjà de nombreux événements annulés, comme le salon du tatouage ou le salon du livre à Paris. Barbara, votre avis sur cette mesure? On passe de 5000 à 1000. Oui, bon, je pense que c'est quand même difficile d'avoir aussi des jugements sur la gestion sanitaire de la crise. Bon, on va supposer qu'elle se fait de façon correcte. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la gestion politique et médiatique de cette crise. Parce que la question, effectivement, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on n'en fait pas assez, on le saura a posteriori. Maintenant, des rassemblements dans d'autres pays, les rassemblements sont maintenus. Il y a toujours, si vous franchissez la frontière et que vous allez en Belgique, je crois bien que le coronavirus ne s'arrête pas à la frontière belge. Et pourtant, en Belgique, le salon du livre a eu lieu et la vie continue. Et il en est de même en Espagne. Donc voilà, il y a des mesures qui sont prises en France. Est-ce que véritablement ça freinera l'épidémie? Là aussi, c'est uniquement a posteriori qu'on le verra. Le gouvernement ne pourra pas ensuite dire qu'il n'aura pas tout fait. La question se pose effectivement
effectivement, est-ce que c'est pas excessif? En tout cas, sur la question des fermetures d'écoles, ça pose quand même des questions. À mon sens, on y reviendra peut-être, mais c'est pas forcément très utile. On va y revenir sur l'école. Docteur, on passe de 5 000 à 1 000. On a un peu le sentiment que ça se fait au doigt mouillé. C'est plus une décision, j'allais dire, pour rassurer que pour prévenir vraiment. Quand on voit ce qui se passe en Italie, qui est actuellement qui contient le virus aux portes de l'Europe, quand on voit que leur système de santé explose, je pense que même si on contraint un certain nombre de gens, y compris les enfants qui vont à l'école, si on ralentit, ce qui nous permet en une semaine, on a fait déjà beaucoup de progrès, de préparer un afflux de patients ou supposés patients la semaine prochaine ou celle d'après, eh bien je pense qu'on aura bien travaillé. Après, effectivement, on fera le bilan ensuite. Mais je pense qu'actuellement, si on peut ralentir l'évolution de l'épidémie, c'est une bonne chose pour que le système de santé dans son ensemble, et je parle là de la médecine de ville, puisqu'on va être confronté à plus de cas, une montée des cas probablement dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, je pense qu'il faut qu'on soit prêt, et qu'on soit prêt à travailler avec les hôpitaux et prêt à répondre à nos patients de façon organisée. Parce que sinon, ça va être très difficile de ne pas avoir des conséquences sur la santé de la population. On va revenir sur la difficulté pour les généralistes en première ligne, mais sur ce point précisément, interdiction des rassemblements de 1000 personnes. Du coup, Rachida Dati, tout à l'heure sur ce plateau, nous dit pas de problème, moi ce soir j'en aurai 900, je me suis calé juste en dessous. C'est plus de la politique, j'allais dire, que de la gestion sanitaire de la crise? Alors, tout est politique, évidemment, mais on est sur une situation d'abord qui est quand même évolutive. Et l'épidémie elle-même est évolutive et on peut comprendre que les mesures décidées par les pouvoirs publics soient des mesures évolutives. Face à une situation qui est assez inédite aussi, on a peu d'historique de situations comparables et de la bonne gestion de ces situations. Donc, moi, je trouve tout à fait logique qu'il y ait des évolutions, qu'on ait des adaptations. On n'est pas, comme le disait Madame aujourd'hui, au niveau de l'Italie, qui a ses propres contraintes, qui a un système de santé qui est différent du système de santé français. Moi, je trouve qu'il y a une gestion des politiques qui est une gestion qui privilégie toujours des décisions qui visent à ralentir en effet la propagation et maintenir une activité économique ou une vie, simplement, pour les Français, qui reste proportionnée au risque dont on peut quand même dire aujourd'hui qu'il existe, qu'il est réel, qu'il est croissant et que donc il faut prendre des mesures qui soient des mesures d'adaptation. Vous parlez de la situation en Italie, effectivement, c'est très différent. 2 images symboliques d'ailleurs de ce qui se passe en Italie et de la gravité de la situation actuelle. La prière dominicale du pape, pour la première fois depuis le début de son pontificat, eh bien, il est resté à l'intérieur du Vatican, il ne s'est pas présenté au balcon, elle a été retransmise par écran géant sur écran géant. Et puis l'autre image, c'est cette image aérienne prise par un drone à Milan. Toute l'agglomération de Milan qui fait partie de cette zone placée entièrement en quarantaine. Ça fait quand même 15 millions d'habitants concernés, un quart de la population italienne. Ça va de Milan jusqu'à Venise. On parle de 7300 contaminés désormais, 366 morts. Les cinémas, les musées, les lieux de rassemblement collectif ont été fermés. On est donc loin des mesures et des méthodes qui sont appliquées en France. Revue de détail justement sur ces 2 stratégies de lutte avec Xavier de Giacomoni. À gauche, Crépy-en-Valois, 15 000 habitants. À droite, Codogno, près de Milan, exactement la même population. Dans la commune de l'Oise, on vit et on circule presque normalement. Celle de Lombardie a immédiatement été mise en quarantaine il y a 15 jours, dès les premiers cas détectés. L'Italie a été félicitée par l'OMS pour ses mesures draconiennes. Mais est-ce que cela sert à quelque chose ? Est-ce que nous sommes certains que cette mesure, qui est quand même une mesure violente en termes de liberté individuelle, elle est suffisamment efficace pour justifier cette mesure aussi violente? Elle est suffisamment efficace? Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve de son efficacité. La France a choisi dès le départ une autre méthode. Rechercher le patient zéro, c'est-à-dire enquêter pour identifier le premier malade, puis retrouver tous ceux avec qui il a été en contact. Vous avez été identifié comme contact avec une personne qui a été testée positive pour le Covid-19. Un travail minutieux qui n'aboutit pas toujours. Autre différence, la manière de tester la population. En France, on effectue des analyses uniquement sur ceux qui ont des symptômes. De l'autre côté des Alpes, on teste de manière beaucoup plus large. En Italie, le nombre de cas détectés est 7 fois plus important qu'en France, où certains sont donc porteurs du virus sans le savoir. Et je salue l'arrivée sur ce plateau d'Étienne Fraisse. Bonjour, Martial président. Fraisse. Pardon ? Martial Fraisse. Martial Fraisse, président de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France, membre de l'Académie de pharmacie. Votre avis sur cette
cette différence de traitement, j'allais dire, entre l'Italie et la France, vous pensiez qu'on devrait aller plus loin dans les confinements, par exemple, comme on le fait en Italie? Écoutez, je ne pense pas. Pour le moment, les réponses qui sont apportées sont des réponses qui sont mesurées et qui permettent jusqu'ici de contenir l'épidémie. On le voit bien, le nombre de cas augmente petit à petit. J'étais de garde hier et finalement, je me rends compte que les pharmaciens aussi sont en première ligne. J'ai eu, pendant les 11 heures d'affilée de garde que j'ai pu avoir, un patient qui est un cas possible, qui a été détecté comme cas possible et qui n'a pas appelé le 15 pour une simple raison, c'est qu'il avait des problèmes d'élocution en français, vu qu'il parlait une langue étrangère, un ouvrier du bâtiment, et on comprend bien